amis sportifs, bonsoir et bienvenue à votre émission 7 Sport. Surtout, merci pour votre fidélité à la dite émission qui vous édifie sur toute l'actualité sportive de la semaine qui se déroule tant sur le plan national qu'international. 7 Sport, c'est tous les lundis avec les analyses, les reportages et les entretiens avec les invités de la semaine. D'ailleurs, aujourd'hui, nous recevrons sur ce plateau des invités spéciaux, notamment Philippe Doucet, journaliste sportif français de Canal+, qui est arrivé au Gabon dans le cadre de la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo, qui vient de s'achever. Nous aurons ensuite sur ce plateau deux autres invités que sont Daniel Cousin, manager des Panthères du Gabon, et Régis Manon, ancien international, qui viendront aborder à leur tour les questions liées au CHAN 2016 et aux préparatifs des Panthères du Gabon pour la CAN 2017. Je ne suis pas seule sur ce plateau, ou en d'autres termes, je ne serai pas seule sur ce plateau pour l'instant. Je suis accompagnée de notre consultant maison, Mamadou Niang. Mamadou, bonsoir. Bonsoir Michel. Comment allez-vous? Oh, très bien. C'est un réel plaisir de retrouver nos téléspectateurs chaque lundi. Le plaisir est partagé pour tout le monde. Et puis plus tard, vous serez avec Armel Joe et Bogo sur ce plateau, lui qui viendra entretenir justement la deuxième partie des invités. Voilà, après avoir planté le décor, nous ouvrons sans plus tarder cette émission avec le premier grand dossier sportif qui n'est qu'autre que celui de la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo que vient d'abriter le Gabon. Actualité que débattra dans une poignée de minutes Mamadou Niang avec notre invité spécial Philippe Doucet qui est bel et bien parmi nous ce soir. Bonsoir Philippe. Bien avant cet entretien, nous allons d'abord suivre cet élément de Mamadou Niang. C'est au total 83 cyclistes venus de tous les horizons qui ont pris part à ce grand rendez-vous continental. Après que la Tropicale ait débuté le 18 janvier 2016 dernier et disputée sur cette étape, elle s'est finalement achevée le dimanche 25 janvier et c'est le Français Adrien Petit qui est sorti vainqueur de la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo avec un temps de 18 h 11 minutes 50 secondes, a dit sa satisfaction à l'issue de l'épreuve achevée ce dimanche. Le ministre de la Jeunesse et des Sports et le président de la République, Ali Bongo Ndimba, ont tiré les enseignements et fixé les perspectives d'avenir du cyclisme gabonais. L'édition de la Tropicale Amissa Bongo a baissé ses rideaux cet après-midi avec, au finish, la victoire du Français Adrien Petit du Direct Énergie avec un temps de 18 h 11 minutes 50 secondes. Satisfaction d'un vainqueur qui ambitionnait de gagner une étape en foulant le sol gabonais. J'avais une grosse équipe autour de moi, j'avais quelques secondes d'avance. Donc forcément ce matin j'y croyais un petit peu, mais ça a été une étape très stressante avec les bonifications et bon, finalement ça s'est fait. Accompagner la caravane, observer, prendre des notes et tirer les enseignements dans la perspective d'une meilleure participation gabonaise à la prochaine édition de la Tropicale Amissa Bongo, telles ont été les raisons de la participation du ministre de la Jeunesse et des Sports Blaise Louembé, qui fixe les grandes lignes de la politique de développement du cyclisme gabonais. Il s'agissait pour moi de m'investir sur les difficultés de la compétition et surtout pour mieux préparer les financements nécessaires à l'équipe nationale. Nous avons besoin d'avoir à la 11e et la 12e tropicale un Gabon qui gagne. Le président de la République, Ali Bongo Ondimba, a indiqué que l'équipe gabonaise doit obtenir de meilleurs résultats à l'avenir pour susciter des vocations. Tous les différents départements, villages dans lesquels la course traverse, il faut voir les gens sortent dans les rues pour venir acclamer et nous espérons que ça pourra susciter un petit peu plus de vocations et notamment pour cela il faut que l'équipe nationale à ce niveau-là ait une meilleure performance. Les prix de la meilleure équipe africaine, du meilleur jeune et du meilleur gabonais ont été respectivement remportés par l'Érythrée, l'Algérien Abderrahmane et le Gabonais Moulengui Glen Morvan. Nous recevons un grand invité, mais alors un invité spécial. Il s'agit évidemment du journaliste sportif de Canal+, Philippe Doucet, et évidemment consultant dans le cadre des différentes émissions qu'anime Canal dans le cadre du sport. Bonsoir Philippe Doucet. Bonsoir Michel. Alors là, ça n'arrive pas tout le temps de vous avoir sur notre plateau et bienvenue au Gabon.
Mais merci, et je suis heureux de voir que mes stagiaires de 2012 sont en bonne place dans la télévision gabonaise. Merci. Alors, Philippe Doucet est arrivé dans le cadre, effectivement, de la 11e édition de la Tropicale Amissa Bongo. Et à cet effet, Mamadou Niang va l'entretenir de long en large sur cette grande tropicale. Et aussi d'autres questions liées à la CAN et des préparatifs de la CAN, y compris, effectivement, à cette Tropicale Amissa Bongo. Mamadou. Philippe, bonsoir. Et puis Bonsoir. merci d'être sur le plateau de Canal 7 pour parler un peu de la tropicale, mais aussi basculer un peu également sur la prochaine organisation de la Coupe d'Afrique des Nations Gabon 2017. Ce sont les deux grands thèmes qu'on a développés dans l'émission Talent d'Afrique, on est venu tourner ici spécialement. Donc je suis à votre écoute. Merci. Donc, 11e édition de la Tropicale. C'est la première fois que vous participez à cette Tropicale Amissa Bongo. Pourquoi avoir attendu 11 éditions pour participer? Pourquoi pas avant? Pour des raisons toutes bêtes, c'est-à-dire qu'a priori, je suis quand même globalement un journaliste qui travaille essentiellement sur le football. Bon, j'ai couvert dans ma carrière d'autres sports, le tennis, l'escrime aux Jeux Olympiques ou choses comme ça, mais globalement, je suis un journaliste de football, donc on n'avait pas forcément vocation, même à Talent d'Afrique, qui est une émission omnisport, mais qui est quand même à 90% au football, on n'avait pas forcément vocation à s'intéresser à d'autres sports, à ouvrir à d'autres sports. Et puis, l'émergence du cyclisme en Afrique devient extrêmement intéressant. En plus, c'est une épreuve, c'est le tour de référence maintenant en Afrique, c'est le plus grand tour en Afrique. Donc, on a trouvé assez légitime que Talent d'Afrique, pour une fois, au lieu de s'expatrier et de venir faire des émissions spéciales sur du foot systématiquement, eh bien, le fasse sur le tour du Gabon, en l'occurrence la Tropicale Amissa Bongo. L'œil de l'observateur, donc vous avez fait les 7 tours, le circuit avec les cyclistes. Vous avez pu voir un peu comment ça se passe sur le plan de l'intensité sur les routes, mais également ce qui peut vous intéresser davantage, c'est aussi voir un peu comment ça s'est organisé. D'après vous, comment voyez-vous un peu l'organisation de cette tropicale? Oui, j'ai à la fois apprécié, c'est juste, j'ai à la fois apprécié le niveau qui est en hausse constante, et notamment le niveau des coureurs africains. On sent que leur niveau se rapproche de plus en plus, d'année en année, se rapproche de plus en plus du niveau des Européens, des professionnels européens qui viennent dans cette épreuve, ce qui est une spécificité. C'est le seul tour africain qui accueille des équipes professionnelles, donc c'est une motivation et un repère essentiel. Et même Bernard Hinault, le 5 fois le quintuple vainqueur du Tour de France, reconnaît lui aussi que le niveau des Africains est sans cesse en hausse. Même l'équipe du Gabon cette année s'est débrouillée. Bon, modestement, c'est pas du niveau des Érythréens, mais s'est débrouillée correctement et a suivi en tout cas le rythme du peloton, ce qui n'était pas forcément le cas les dernières années jusqu'ici. Et puis évidemment, j'ai un œil quand même sur l'organisation, parce que comme je l'avais eu sur la CAN 2012, où j'avais beaucoup apprécié l'organisation du Gabon, qui avait vraiment été une organisation de grande qualité, ce qui n'était pas acquis d'avance. On ne sait pas toujours, dans un pays qui n'avait pas organisé beaucoup de grandes épreuves dans le passé, c'est pas une évidence tout d'un coup de devenir un organisateur de compétition. Et je remarque qu'en cyclisme aussi, eh bien, la qualité de l'organisation est assez remarquable. Ça en fait le premier tour africain, et c'est évidemment pas un hasard. C'est une vraie volonté de mettre ce pays davantage au sport. Le cyclisme n'est pas assez pratiqué au Gabon, on le sait tous. Ça n'empêche pas justement de motiver les populations à travers une organisation de cette qualité. Le ministre de la Jeunesse et des Sports a dit dans l'un de ses entretiens, pour tirer le bilan de la participation en fait, de la compétition, il disait qu'un journaliste lui a posé la question pourquoi il a accompagné la caravane. Il disait que pour lui, c'était l'occasion de vivre en direct les réalités de la course, d'être présent, de voir lui-même, de constater les difficultés que vont rencontrer les cyclistes gabonais particulièrement, et discuter avec les gens également pour voir également ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il faut ajuster pour fixer un cap avec le cyclisme gabonais et faire en sorte que ces cyclistes, d'ici peut-être 2 ou 3 éditions, puissent atteindre un niveau. Comment appréciez-vous un peu cette vision de faire, de voir? Par exemple, il pouvait rester dans ses bureaux et puis déléguer. Il a préféré se déplacer lui-même et puis vivre la situation en direct. Oui, votre ministre des Sports a tout à fait raison. C'est un homme de terrain, et il a bien raison de pratiquer de la sorte. C'est vrai qu'on peut
d'un coup d'hélicoptère, rejoindre la course, serrer trois mains et puis distribuer le maillot jaune et puis repartir. Ça, c'est une manière de faire que malheureusement on connaît un petit peu trop en politique dans le monde entier. On fait un peu trop de communication et pas assez de fond. Il faut louer donc quand un ministre se met en l'occurrence en voiture pour suivre à travers tout le pays. C'est fastidieux. Hein. Il y a 800 km de vélo. Le Tour du Gabon, c'est 800 km de vélo. Ça veut dire que la caravane, elle doit en faire le double, hein, avec les ralliements et autres. Donc c'est faire 1600 km et une semaine complète imprégné à la fois du Gabon, mais imprégné aussi de l'impact de cette course. Ce qui est intéressant, je suppose, pour un ministre, c'est de sentir si cette épreuve a un véritable impact auprès des gens. Et cette épreuve a cet impact auprès des gens qui sont venus nombreux sur les routes. À Libreville, ça a été un vrai succès hier, mais même en province, il y a eu pas mal de monde. Et ça prouve que petit à petit, le Gabon s'est vraiment imprégné de cette compétition. Chaque année, il y a un peu plus de monde, m'a-t-on dit, puisque j'en suis à ma première. Si on devait recevoir quelques conseils, quelques consignes de l'observateur que vous êtes, qu'est-ce qu'il faut réajuster sur cette tropicale pour encore Et pour abonder dans le même sens, en ce qui concerne par exemple l'équipe gabonaise, la formation gabonaise, tout à l'heure vous disiez tantôt qu'elle connaît une véritable progression et que en termes d'organisation vous êtes satisfait. Alors quelles sont les propositions par rapport effectivement à la formation gabonaise pour pouvoir améliorer au fur et à mesure leurs prestations dans le cadre de la Tropicale Amissa Bongo? Alors d'abord peut-être l'organisation, effectivement. Je crois qu'il faut être très, très prudent sur ces matières-là, parce qu'évidemment on pourrait trouver que le podium pourrait être plus joli si on faisait ci ou ça, on pourrait trouver que les animations autour de la ligne d'arrivée pourraient être un peu plus clinquantes, on peut trouver des choses comme ça, mais il faut faire très attention, parce que c'est aussi tout cela qui donne un caractère local, un caractère festif à la compétition. Si tout d'un coup on lui donne un clinquant exagéré, qu'on veut jouer le festival de Cannes, si vous voulez, tous les soirs dans une ville du Gabon, on risque d'y perdre un petit peu sa matière première, qui est aussi l'ADN d'une compétition comme ça. C'est aussi quelque chose d'assez simple. Le cyclisme, c'est un sport extraordinaire, parce qu'il n'y a pas de grands stades, de grandes installations, on utilise la route. C'est-à-dire que c'est un rapport, rien que ça, c'est un rapport direct avec les gens qui emploient ces routes tous les jours, qui sont au contact de cet outil indispensable qui est les routes. Et il faut garder donc ce côté, les courses cyclistes sont toujours, même le Tour de France, a gardé un côté un peu local, un contact vraiment avec sa population, qui est un côté sympathique et qui finalement perdure aussi parce que c'est relativement simple. Et tout ça est très bon enfant, c'est bon esprit. C'est ce que j'ai vu. Alors on pourrait ici et là sur quelques détails dire qu'on pourrait améliorer les choses. Et puis le Tour du Gabon s'améliorera aussi peut-être avec une internationalisation du calendrier qui est de plus en plus global, et on peut imaginer que plus tard des équipes encore meilleures, européennes encore meilleures, viennent, et encore plus nombreuses, et que ce soit encore plus grand. Mais encore une fois, il faut faire attention, le gigantisme n'est pas la panacée. C'est pas parce que tout d'un coup on mettra 150 coureurs et qu'on fera des arrivées clinquantes et qu'on aura des sponsors clinquants, c'est pas pour autant que le Tour sera mieux. Gardons aussi un caractère local, simple. Il n'y a pas besoin non plus parfois de mettre des budgets faramineux. Quelque chose de simple peut être parfois beaucoup mieux. Quant à l'équipe gabonaise, là je ne suis pas expert. Bon, j'ai vu qu'Abraham Olano, l'ancien champion du monde espagnol, avait été nommé sélectionneur national. C'est une méthode qu'on emploie souvent en football, d'aller chercher des coachs européens. Je crois que très honnêtement, autant en football, la culture africaine existe, autant en vélo, c'est quand même assez récent. Et je pense que le support d'un sélectionneur étranger est sûrement indispensable dans la phase actuelle, parce qu'il y a vraiment besoin d'apprendre complètement un sport qui n'est pas totalement dans la culture africaine, il faut le dire. Et donc c'est une manière très, très logique pour évoluer plus vite, certainement. Une dernière question, Mamadou. Sur la CAN 2017. Ah, quand même. Après donc, le marathon du Gabon, c'est un événement international. Après la tropicale, le gros événement que le Gabon, que tout le monde attend, c'est la 17e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Dans quelques mois, hein, nous sommes à moins d'un an, ce n'est plus un an. Qu'est-ce qui est prévu pour Canal, les dispositions qui ont été prises par Canal pour innover par rapport à la couverture avant la compétition, surtout sur le plan local.
Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. Canal n'a pas encore acquis les droits. Tout cela est en train de se négocier, donc on ne va pas parler prématurément. On n'est pas venu ici pour visiter l'hôtel ou l'endroit où on fera l'animation de plateau ou autre. On verra en temps voulu ce qui se fera. En tout cas, ce qui est un symbole très fort. Moi, j'ai tenu à visiter l'avancement des travaux du stade Omnisport Omar Bongo, parce qu'évidemment, c'est un repère très fort. Le marqueur de cette CAN à 5 stades, c'est ce stade Omnisport. On espère tous qu'il sera bel et bien fini et avec des finitions suffisantes, qu'on ait vraiment le temps de tout faire. On l'espère tous, même si on sait que le délai sera juste. Mais c'est évidemment un marqueur très important. C'est ce qui en fera une CAN très spécifique, avec un stade sans piste d'athlétisme, avec un stade au cœur de la ville, avec une enceinte quand même de 46 000 places, ce qui n'est pas rien pour une ville comme Libreville, et un stade qui ressemble, de par son allure extérieure, à un stade européen comme on les aime. Moi, c'est une chose très importante que j'espère vivement, et j'espère qu'il n'y aura pas de mauvaises surprises de ce côté-là, et que la CAN se déroulera et l'organisation sera parfaite comme elle l'avait été en 2012, mais c'était une demi-CAN à l'époque. Là, c'est une vraie CAN gabonaise. Donc il faudra encore exceller et élever encore le niveau. Et pour les Panthères? Et les Panthères, il faut espérer. Il faut toujours rappeler, parce qu'il ne faut pas rêver et sous prétexte qu'on est l'organisateur, dire puisqu'on est l'organisateur, on va gagner. Je vous rappelle juste au passage, on fait un petit jeu pour savoir quel organisateur a gagné chez lui la CAN. Récemment, on va trouver en 2006. Allez, il faut remonter à 2006. Ça fait déjà 5-6 CAN, l'Égypte. Donc il faut remonter déjà à 5-6 CAN pour trouver un organisateur vainqueur. Rappelez aussi que le Gabon n'a fait jusqu'ici dans sa carrière que 2 quarts de finale. Donc exiger tout de suite que le Gabon, bien évidemment, gagne la CAN. Voilà, un objectif intelligent, aller en demi-finale, être dans les 4 derniers d'Afrique, ce serait déjà une performance. Et puis emmené par Pierre-Emerick Aubameyang, tous les espoirs sont permis. Merci Philippe Doucet d'avoir honoré à ce rendez-vous et à la prochaine. Voilà, chers téléspectateurs, c'était à l'instant l'entretien de Mamadou Niang avec notre invité spécial Philippe Doucet qui portait effectivement sur la tropicale Amissa Bongo. Rien à voir avec ce qui précède et on parle à présent de la deuxième grande compétition africaine. Il s'agit du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016 réservé uniquement aux joueurs du continent africain, dont les joueurs locaux. Compétition, autant pour moi, qui a débuté le 16 janvier 2016 dernier à Kigali. Les Panthères du Gabon ne joueront pas les quarts de finale du championnat d'Afrique des Nations Rwanda 2016. En match comptant pour la 3e journée du groupe A disputé dimanche, le Gabon a été, je dirais, prêtez-moi le mot, le Gabon a été lourdement battu par la Côte d'Ivoire dans le match décisif qui mettait aux prises les deux sélections. Contraint de gagner pour se qualifier, le Gabon a perdu sur le score de 4-1, laissant ainsi la qualification aux éléphants de Côte d'Ivoire. Retrouvons d'abord Willy Tonangoy de Bambera, notre envoyé spécial qui nous fait le point de cette rencontre avant de recevoir par la suite nos prochains invités que sont Daniel Cousin et Régis Manon avec bien évidemment Armel Joey Bogo. Dans ces ultimes rencontres du groupe A, la Côte d'Ivoire a pulvérisé le Gabon 4-1 et se qualifie pour la première fois de son histoire en quart de finale du CHAN. Devant des Panthères complètement à la dérive, les éléphants n'ont pas fait dans la dentelle. Je ne pense pas que l'équipe de la Côte d'Ivoire était techniquement au-dessus de la nôtre. Vous savez, un match de football se joue sur des détails et je pense que les détails ce soir ont fait la différence. Fulgence Aka a ouvert la marque pour les hommes de Michel Dufillet d'une surpuissante frappe dans les 25 mètres à la 20e minute. Franck Obambou pour les Panthères à la 51e a rétabli l'équilibre au retour des vestiaires. Djidji Giza a redonné l'avantage aux Ivoiriens à la 65e avant que Maïndé Bois et Modésir Blé ne viennent punir les Gabonais en fin de partie. Avec un seul point au compteur, les Panthères terminent dernière du groupe, d'autant plus qu'à Kigali, le Maroc s'est imposé sur le même score devant le Rwanda, pays hôte de ce 4e CHAN. Ce match, il ne faut pas oublier, on a assez bien maîtrisé la première mi-temps. Seconde mi-temps, avec cette égalisation sur un coup de pied arrêté, ça galvanise les Gabonais. On a passé des moments difficiles. Après, quand on a réussi à marquer le deuxième but, je pense que le match était presque fini.
Voilà, donc ici à Aouillé, la Côte d'Ivoire s'impose donc 4-1 devant le Gabon. Le Gabon qui a donc terminé cette compétition avec 2 défaites et un match nul, un seul petit point. C'est la Côte d'Ivoire qui sera qualifiée pour les quarts de finale de ce 4e CHAN qui se joue actuellement au Rwanda. Comme je vous le disais tantôt, nous allons maintenant devoir recevoir Daniel Cousin, manager général de l'équipe nationale. Et puis, pour bonne souvenance, il a été quand même un ancien footballeur international gabonais. Mais ce n'est pas moi qui vais l'entretenir. Je vais laisser le soin à Armel Joey Bogo pour pouvoir entretenir ce dernier, je dirais, dans le contexte effectivement du CHAN 2016 et des préparatifs des Panthères du Gabon. Armel Joey, bonsoir. Daniel Cousin, bonsoir. Bonsoir. Avant que d'aller parler effectivement du CHAN et des préparatifs de la CAN 2017, juste rappeler que vous êtes manager général des Panthères du Gabon depuis le 4 septembre 2014. Effectivement. C'est exact, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, voilà. Effectivement. Alors, quel est le bilan que vous faites des actions que vous avez menées jusqu'ici? Ben, le bilan il est assez satisfaisant parce que pour ma première prise en poste, on s'est qualifié avec l'équipe pour la CAN en Guinée équatoriale. C'est vrai qu'on n'a pas obtenu ce qu'on voulait en sortant au premier tour de cette compétition, mais vous savez, moi, dans l'avenir, je souhaite passer mes diplômes d'entraîneur. Et donc tout ce que je vis avec l'équipe nationale en tant que manager, pas entraîneur, on en parlera tout à l'heure, c'est un apprentissage. Donc j'étais à l'intérieur, maintenant je suis autour de l'équipe. Et tout ce que je peux apporter, c'est mon expérience, mon vécu que j'ai eu en Europe pendant des années, donner ça aux jeunes. Il y a encore des joueurs avec qui j'étais il n'y a pas longtemps. Le courant passe un peu mieux, donc j'arrive quand même à de temps en temps un peu leur donner des conseils ou les orienter, mais sinon je suis dans l'ensemble très satisfait pour ma première année avec l'équipe nationale en tant que manager, et je sais que j'ai beaucoup de travail encore à faire, beaucoup à progresser, beaucoup à apprendre. Et comme disait un de mes entraîneurs, quand j'étais jeune, on apprend sur le terrain. Donc j'espère que l'histoire va continuer longtemps. Justement, vous avez fait état de ce faux pas en Guinée équatoriale lors de la CAN 2015. Quel est le message que vous avez tenu aux garçons que dirige Jorge Costa? Ben, le message que j'ai tenu après la compétition, parce que vous savez, je n'ai pas le droit d'intervenir directement avec les joueurs. Je suis manager, il faut que je reste à ma place. Donc je ne suis pas coach. Donc c'était un peu après coup que j'ai fait une analyse et j'ai trouvé qu'on avait manqué d'ambition et qu'on était arrivé un peu sur notre nuage parce qu'on avait réussi des éliminatoires magnifiques. On avait terminé premier, invaincu. On est arrivé en Guinée équatoriale un peu comme des seigneurs. Le premier match contre le Burkina, ça s'est bien passé. Et après, on est tombé dans l'excès de confiance, je ne vais pas dire l'arrogance, mais on a manqué d'humilité. Et bon, le coach aussi venait à peine de connaître son groupe. Il y a eu aussi un petit effet de découverte aussi pour le coach. C'était la première fois que ses joueurs subissaient des défaites. Donc voilà, ça a été, mais malgré tout, ça a été quand même une bonne expérience. Et oui, Joey, disons que c'est l'occasion faisant le larron, justement, Daniel, il faudrait qu'on recadre les choses parce que les gens ne savent pas quel est réellement le rôle d'un manager et d'un entraîneur. D'aucuns, d'après quelques spéculations, d'aucuns se disent qu'alors là, Daniel Cousin maîtrise tout, le staff technique, c'est lui qui doit faire le travail, c'est lui qui place les joueurs. Quel est le rôle réel d'un manager? Le rôle réel, c'est l'organisation, toute l'organisation et la logistique. Je fais aussi le lien avec la fédération, le ministère, parfois l'État, si on me le demande, mais je n'ai pas le droit d'intervenir sur quoi que ce soit au niveau des choix des joueurs. Lors des conseils que vous pouvez donner ici du dispositif tactique, hormis si le coach vient me demander, vient s'appuyer sur moi, ce qui n'a pour l'instant jamais été le cas. Donc c'était pour éclaircir un peu ça. J'espère qu'un jour je passerai mes diplômes, si j'ai l'opportunité un jour de coacher les Panthères du Gabon, ça sera avec plaisir. Mais pour l'instant je suis juste
le manager, et je dois veiller à ce que l'organisation se passe super bien et que les joueurs soient dans les meilleures conditions. Mais qu'à cela ne tienne, Daniel a quand même posé quelques bonnes actions pour certains joueurs. Par exemple, en ce qui concerne les clubs, trouver des clubs à ces derniers à l'étranger. Oui, je peux aider, j'ai déjà aidé des joueurs, des joueurs ici, mais il faut que les joueurs comprennent que de l'autre côté, là-haut en Europe, c'est le très haut niveau. Même pour les équipes de jeunes, ça veut dire qu'il faut se préparer à partir en Europe. C'est pas dire « amène-moi, c'est bon, j'ai fait 2 matchs ». Non. Il faut déjà être régulier, constant dans un club ici. Il faut être pratiquement aux portes de l'équipe nationale DA. Il faut faire partie des meilleurs joueurs gabonais. Après, à partir de là, on peut se prétendre aller jouer en Europe. Mais aller jouer en Europe, envoyer un jeune en Europe comme ça, alors que le jeune n'est pas en compétition, en vraie compétition, ou n'est pas un cadre d'une équipe, c'est prendre un risque. C'est prendre un risque parce que si on envoie un jeune et que le jeune passe à travers, ça va retomber sur qui? Ça va retomber sur moi. Bien sûr. Donc voilà, donc moi il faut que j'ai des garanties sûres que le jeune il ait la volonté de réussir et qu'il ait les qualités et que ce soit un très bon joueur de notre championnat gabonais. Et ça va de votre crédibilité, Armel? Nous allons tourner le regard du côté du Rwanda pour parler notamment du CHAN 2016, avec particulièrement cette élimination des Panthères à prime dirigée par Stéphane Bungenza. Comment vous expliquez la déferlante défaite de ces dernières? Ben moi, ce que je peux expliquer, c'est que des fois, je suis un peu méchant, pas un peu cruel, mais je sais que on n'aime pas trop ici, on n'aime pas trop ça ici au Gabon par moment. Parfois, mais il faut se dire les choses en face. Moi, je pense que c'est un peu à l'image du championnat. Je suis allé voir quelques matchs et je ne vais pas sortir le nom des équipes, mais on ne produit pas un beau football. On ne produit pas un beau football. Depuis que le championnat a commencé, je n'ai pas vraiment pris de plaisir quand je vais voir les matchs. Et ça s'est reflété sur le CHAN. On n'a pas eu de fond de jeu, il n'y a pas de construction, on fait 2-3 passes, ça tire devant, il n'y a pas de leader. Et c'est ce que aussi j'ai remarqué en championnat. Et pour qu'on ait une bonne équipe à prime, pour les jeunes aussi, il faut qu'on ait un championnat constant. Il faut qu'on ait un championnat qui ne s'arrête pas, qui fasse une saison entière, qui commence comme... nous, on s'est basé sur les mêmes dates que la France, donc on commence en août, on finit en juin. Et c'est-à-dire que pour vous, en fait, ce n'est pas une surprise que le Gabon se soit arrêté là? Il n'y a pas de hasard dans le sport de haut niveau, dans le football, il n'y a pas de hasard. C'est le travail, c'est la continuité, c'est la régularité qui paye. C'est ça. On ne peut pas dire, bon, le championnat s'arrête 1 mois, 2 mois, il reprend, après il s'arrête. Ils sont partis au CHAN avec combien de journées de championnat dans les jambes? Expliquez-moi. Combien de journées? Je crois 5 matchs, 5-6 matchs. Donc il y a l'aspect physique et moi j'ai senti certains joueurs perdus, sans repère. Est-ce qu'on peut incomber effectivement la faute à Stéphane Bungenza? Non, pas vraiment. Bon, chaque entraîneur a sa part de responsabilité. C'est clair que quelque part, il a un peu sa part de responsabilité, mais c'est aussi c'est plus profond le problème. Ça vient de plus loin et moi je pense que le jour où on aura un championnat constant, comme on dit, régulier, où on pourra faire des matchs sur toute une saison, sans problème, eh bien vous verrez que les joueurs progresseront plus vite. Alors Daniel, très rapidement, on se rapproche de la CAN 2017. Parlons des préparatifs proprement dits des Panthères. Comment ça se passe? Est-ce que à l'heure actuelle, vous êtes déjà situé, vous avez déjà une bonne vision d'accord des Panthères pour la CAN 2017? Ben moi j'ai une très bonne vision, on a un super groupe. Je pense qu'on a une des meilleures équipes du Gabon depuis des années, qu'on a peut-être jamais vues. Le seul problème, c'est que défensivement, on n'a pas de poste. Les postes ne sont pas doublés. Ça fait que quand un Ekelemanga ou un Apinangoy est moins en forme, eh bien, on a un peu de problème, ou les latéraux aussi. Sinon, au milieu de terrain, devant, on est bien garni. Mais je pense qu'on est sur le bon chemin. Après, il y a beaucoup de petits détails. Vous savez, le haut niveau, ce sont des détails. C'est que parfois, ici, on n'arrive pas à comprendre. Ce sont les détails qui font la différence, les petits détails. Je pense dans le staff ou
encore un peu dans l'organisation, on doit encore s'améliorer. Mais moi, je suis très satisfait et je sais qu'on va réaliser une très grande CAN. Et la CAN, c'est chez nous, donc elle doit rester chez nous, on doit la gagner. Nous poursuivons cette fois avec Régis Manon, ancien international gabonais et entraîneur. Je vous laisse apprécier cette fois son entretien avec Armel Joël Bogo. Régis Manon, bonsoir. Bonsoir. Alors Régis Manon, je rappelle également, comme le disait Michel, est un ancien international footballeur gabonais, une ancienne gloire également. Il a été aussi le premier professionnel que le Gabon ait enregistré et c'était lors de la saison 1981-1982. Alors Régis, est-ce que au regard de l'élimination des Panthères du Gabon à prime, on peut penser à l'exemple de ce qu'a été votre football, que le football aujourd'hui a régressé? Oui, et pourquoi? Parce que simplement la qualité de joueurs étrangers qui arrivent maintenant au Gabon, la plupart, ce ne sont pas des internationaux. Dès lors qu'ils arrivent et qu'ils sont au même niveau que nos joueurs gabonais, il n'y a personne qui peut être performant. Alors que je me rappelle à notre époque, quand on avait un international, quand vous avez Ibrahim Sondé, par exemple, comme entraîneur, et que vous avez Kouachi, ballon d'or africain, qui est au FC 105, et que vous jouez avec ces genres de garçons, vous êtes obligé de progresser. Aujourd'hui, on a des étrangers qui n'ont pas le niveau des Gabonais et qui faussent beaucoup le championnat. Et je crois que c'est un gros problème, surtout à ce niveau. Et puis, la qualité de joueurs des jeunes d'aujourd'hui, je pense que les étapes sont brûlées. Parce que personne ne fait de la formation normale avant d'arriver en première division. On débarque tout de suite, on est en première division. Et ça fausse beaucoup notre championnat. Les stades qui ne sont plus pleins, comme à votre époque, on s'en souvient encore avec le stade Omnisport, lors des matchs de championnat de très petit niveau, mais qui étaient combles. Aujourd'hui, les stades sont quasiment vides. Est-ce que ce point, plus l'élimination des Panthères du Gabon aujourd'hui, viennent véritablement corroborer cette analyse que vous venez de faire? Oui, parce que vous savez, quand on jouait des matchs Sogara 105 et que vous arrivez à l'Omnisport, qui va être prêt maintenant, vous arrivez à 10h, 11h, le stade, tout le Chabat était plein, ou le Soudal. Aujourd'hui, les gens ne viennent pas parce que la qualité de joueurs ne sont plus les mêmes. Et ça fausse énormément parce que quand vous avez un Sogara avec Epaille dans un côté et de l'autre côté vous avez un FC 105 avec un Tapoyo par exemple ou un Manon Andier, c'est autre chose. C'était des gens qui avaient de la vision en tant que milieu de terrain. Aujourd'hui, vous avez des milieux de terrain qui sont incapables de vous donner une passe. Et ça reflète exactement notre élimination. Pourquoi? Parce que quand vous regardez notre équipe nationale jouer, on est incapable de faire 3 à 4 passes d'affilée. C'est regrettable. Surtout qu'on a une équipe espoir. Et une équipe espoir où je crois que ce qui a été faussé dans le départ, vous savez, c'est vrai, pour gagner, c'est important, mais je crois que quand on a une équipe espoir, il faut d'abord avoir des joueurs qui ont entre 20 ans et 24 ans. Dès lors que dans des espoirs, vous avez des joueurs qui ont 36 ans et 38 ans, je ne sais pas comment on va faire d'avoir ces joueurs de 38 ans aller en équipe A, parce qu'on aura besoin, parce qu'il y aura un blessé. C'est impossible, et ça, il faut qu'on revoie ça, parce que c'est très important. Mais il faut dire aussi que ce soit la fédération, par l'intermédiaire du ministère, qui mette les moyens pour que le championnat professionnel se mette vraiment correctement en place, il y a encore beaucoup de soucis parce que, vous savez, un joueur de football, quand il ne mange pas, c'est très difficile. Et aujourd'hui, quand l'État donne de l'argent à la LINAF, que la LINAF donne au club, ils ne les partagent pas en donnant de l'argent dans les comptes des joueurs parce que tous ces joueurs ont des comptes. Ce qui se passe, c'est qu'on donne l'argent, le chèque au président de club qui prend la peine de payer ce qu'il veut payer aux joueurs. Et ça, quand vous venez dans un entraînement avec des entraîneurs de très bon niveau, vous ne pouvez pas répondre aux entraînements et c'est très difficile. Et ça, c'est d'abord le plus gros problème qu'il faudrait régler parce qu'il faut que l'État mette à la LINAF des gens qui, depuis la LINAF, on paye les joueurs direct dans leur compte pour qu'il n'y ait plus de ce problème-là. Parce qu'aujourd'hui, le championnat est arrêté. Je ne sais pas s'il va reprendre vite fait, parce qu'aujourd'hui, nos clubs maintenant prennent l'État en otage, alors que l'État amène de l'aide. Et ça, c'est
Pourtant, on s'en souvient qu'à votre époque, vous ne gagniez même pas plus de 60 000 francs CFA par mois. Et pourtant, vous avez fait, n'est-ce pas, de cette époque, l'époque glorieuse du football gabonais. Nous passons à notre point, c'est celui qui est relatif à l'annonce du Ballon d'Or africain 2015. Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais, le premier Gabonais à hériter de cette gloire. Vous, comment vous avez apprécié cette annonce? J'ai déjà apprécié ça comme, d'ailleurs c'est un fils à moi, parce que moi j'étais à Tours, Pierre Aubameyang était à Laval, donc on était proches, et je crois qu'aujourd'hui le Ballon d'Or d'Emerick, c'est le Ballon d'Or de Manon, c'est le Ballon d'Or de Daniel Cousin. C'est le Ballon d'Or de tout un pays. C'est le Ballon d'Or de tout un pays. Pourquoi? Parce que avant qu'il arrive là, il y avait des autres. Il y a des joueurs qui sont passés avant lui et qui ont fait des beaux jours du football gabonais en Europe. Mais je dis aussi que c'est mérité parce que depuis 2 saisons, je crois que ce garçon est en progression permanente et ça ne me surprendrait même pas que s'il continue à terminer la saison comme il a commencé, il aura le Ballon d'Or la saison d'après parce que en plus qu'on va organiser la CAN et que je suis persuadé qu'on sera parmi les 4 derniers dans le dernier carré et ce serait bien qu'il ait ce Ballon d'Or pour qu'on puisse être encore de l'avant. Ça veut dire effectivement, M. Manon, que les plaintes de Yaya Touré et de Ayou n'ont pas de place alors? Ils ne sont pas justifiés. Est-ce qu'on peut remettre en cause ce Ballon d'Or de Pierre-Emerick Aubameyang? Non, on ne peut pas mettre, puisque si vous regardez bien les Ballons d'Or de Yaya Touré, il les a gagnés, il n'a pas gagné à part le championnat d'Angleterre, il n'a pas gagné. D'accord, mais au-delà de son égarement, est-ce que ce Ballon d'Or peut être remis en cause au regard quand même d'autres joueurs qui ont... Non, je ne pense pas. Je pense que le Ballon d'Or africain, il y a des critères. Donc ces critères n'ont rien à voir avec le championnat d'Europe ou la Coupe d'Afrique. Non, pas du tout. Je pense que c'est le joueur du moment, c'est le meilleur buteur du moment et c'est l'un des meilleurs joueurs et l'un des meilleurs attaquants au monde actuellement. Et quand on compte Messi, Ronaldo, on peut mettre certains, mais je crois qu'il fait partie de ces 5-là qui sont vraiment au top. Et aujourd'hui, son Ballon d'Or, il est mérité largement. Et c'est un plaisir pour nous parce que le peuple gabonais, on voulait quand même qu'on puisse avoir quelque chose parce que continentalement, on ne gagne pas tellement, mais je pense qu'on est dans la bonne voie. Dernière question, la CAN 2017, vous faisiez allusion à cela tantôt, arrive avec tout son corollaire, notamment avec l'organisation et puis le comportement attendu des Panthères du Gabon. Alors, pour vous, quelles sont les forces et les faiblesses, n'est-ce pas, pour les garçons de Jorge Costa? Déjà, je veux revenir simplement, vous savez, l'organisation de la CAN, je n'ai pas tellement de soucis parce que je pense que le gouvernement, le ministre, le Gabon est un pays, au niveau de l'organisation, je pense qu'on peut être numéro 1. Maintenant, au niveau de notre équipe nationale, aujourd'hui, on a une équipe nationale avec beaucoup de joueurs, beaucoup de talents, qui ont vraiment beaucoup de talent. Aujourd'hui, on doit se poser la question de savoir... c'est vrai qu'il nous reste une année, on est un entraîneur. Est-ce que cet entraîneur pourra tenir cette équipe nationale avec, aujourd'hui, ces joueurs qui sont très talentueux en Europe? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et aujourd'hui, je crois que... il peut être dépassé par le niveau? Non, c'est pas qu'il est dépassé. Je pense que notre encadrement peut être rajouté par un autre encadrement à côté des locaux qui ont cette expérience de pouvoir aider cet entraîneur à mettre notre équipe à un certain niveau. Parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, nous avons un grand souci. Nous avons l'un des meilleurs joueurs africains. Quand il vient jouer pour le Gabon, notre équipe nationale, nous avons un problème, c'est que nous n'arrivons pas à jouer avec Emerick. Et ça, c'est le gros problème. Comment faire jouer Emerick pour qu'il puisse nous marquer des buts? Ça, c'est le plus gros problème. C'est pas qu'on n'a pas une belle équipe. On a une équipe compétitive. Mais maintenant, cette équipe, il faut trouver... Parce que quand on a un grand joueur, je me rappelle à Marseille, j'étais à Tours, tout le monde jouait pour Papin. Parce qu'il y avait des Osoldel qui savaient donner comment marquer un but à Papin. Et ça, c'est le plus important. Aujourd'hui, il faut trouver comment jouer Emerick pour qu'on puisse avoir cette Coupe d'Afrique. Nous tendons vers la fin de cette interview. Ça veut dire, M. Manon, qu'en d'autres termes, vous souhaiterez effectivement que cette équipe soit équilibrée avec les joueurs locaux et les bilatéraux.
Oui, locaux, oui. Si ce championnat va à son terme, parce que je sais qu'aujourd'hui il a arrêté et que je l'expliquais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui les clubs, si on regardait les comptes des clubs, je pense qu'il y a certains clubs qui n'ont peut-être même pas 10 millions. Aujourd'hui, ils se bagarrent simplement en se basant avec l'argent de l'État. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faudrait qu'un club soit d'abord autonome avant de recevoir la subvention. C'est une subvention. Ce n'est pas une obligation que l'État donne de l'argent au club. Et ça, nous avons un problème dessus. Mais vous savez, l'équipe nationale du Gabon a toujours marché avec des locaux et ceux qui sont en Europe. Hein. Je crois que c'est la force de notre équipe. Merci encore à Daniel Cousin et Régis Manon, qui étaient effectivement nos invités aussi de ce soir. On change de cap pour nous retourner vers la 22e Coupe d'Afrique des Nations de handball. Et pour le compte, c'est là de la 3e journée, la sélection algérienne de handball, messieurs, est sortie vainqueur du derby maghrébin, l'opposant à son homologue marocain, 27-22 buts en première mi-temps, 15-10 en match comptant pour la 3e journée de la CAN 2016, disputée samedi au Caire, et décroche ainsi une 2e victoire consécutive importante dans la course à la 2e place du groupe A. À la faveur de ce 2e succès consécutif, l'Algérie, qui rejoint le Maroc à la 2e place du groupe A, est bien partie pour conserver cette position à condition de remporter ses 2 prochains matchs. Le Gabon, quant à lui, a déjà essuyé 3 défaites et il ne lui reste que 2 matchs à jouer, dont l'un contre l'Égypte qui se déroule actuellement. Et face à ce résultat, le Gabon est quand même en mauvaise posture et les joueurs sont contraints de se ressaisir afin d'éviter une éventuelle élimination. Joey. Ah oui, naturellement, c'est tout le malheur qu'on peut leur souhaiter, remporter au moins les 2 dernières rencontres qui leur restent. Ma foi, quand même, j'ai l'impression, au risque de ne pas sortir des convenus, que les carottes sont cuites. Quand même, les carottes sont cuites. Avec 3 matchs, 3 défaites déjà essuyées, effectivement que les carottes sont cuites. Mais Armel, la question que l'on se pose aujourd'hui est celle de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Pourtant, le Gabon a pris part à plusieurs mises au vert. Les Panthères sont quand même allés, tant sur le plan national qu'international, affûter leurs armes pour cette compétition. Bon, c'est difficile de se prononcer étant à des milliers de kilomètres du Caire. Mais lorsque l'on voit quand même le passé, effectivement, des Gabonais qui n'ont jamais dépassé le cap des quarts de finale d'une compétition de handball, on a l'impression que le spectre, n'est-ce pas, est resté dans les têtes. Maintenant, moi, je pense que les détenteurs de pouvoir du sport au Gabon, à l'instar de la Fédération gabonaise de handball, devraient quand même, un temps soit peu, se poser réellement la question sur les différents mécanismes mis en place de par le passé, les mécanismes mis en place aujourd'hui pour que demain on puisse passer ce cap. On a assisté dernièrement à une compétition de handball ici au Gabon. Est-ce qu'au sortir de cette dernière, on a tiré les enseignements? Je pense il y a 2 ans de cela, que l'on a abrité une Coupe d'Afrique. Est-ce qu'on a tiré les enseignements de cela? Donc c'est autant de points qu'il va falloir mettre en exergue pour que demain nous puissions, n'est-ce pas, ne plus enregistrer ce genre de désillusion. Parce que moi, ça me fait vachement mal qu'un pays qui regorge de potentiel au niveau du handball n'arrive pas à passer au moins une fois en 10 ans le cap des quarts de finale. Mamadou, pensez-vous que le Gabon pourra se relancer plus tard avec ces 2 dernières rencontres? Non, je ne sais pas. Je ne pense pas qu'il puisse se qualifier. Déjà, c'est 6 équipes qui participent. C'est 6 équipes par poule. Ils ont eu 3 défaites et il leur reste 2 matchs. 2 matchs contre l'Égypte, c'est pratiquement une grosse artillerie du hand africain. Donc, je ne pense pas qu'ils puissent se ressaisir contre l'Égypte. Le dernier match, c'est un derby de l'Afrique centrale contre le Cameroun. Et quand on sait un peu les duels qui mettent au prix souvent le Cameroun et l'intensité entre le Cameroun et le Gabon, je doute fort que cette équipe puisse se qualifier pour le second tour. Maintenant, comme l'a dit Armel, je crois qu'il faut tirer les enseignements. Est-ce que les gens tirent les enseignements après les compétitions? Ça se fait souvent, même si ça se fait, c'est à la ramassie. On ramasse comme ça et on le fait très vite.
et on ne se fixe pas des perspectives. Et je pense que c'est à ce niveau que le ministre de la Jeunesse et des Sports doit revoir un peu, comme il l'a fait avec la tropicale, avec le cyclisme, accompagner un peu l'équipe, la compétition pour voir, pour constater réellement ce qui se passe. Ensuite, exiger à ce qu'il y ait des rapports après compétition. C'est très facile de participer à une compétition, mais est-ce qu'au retour de cette compétition, les dirigeants, les staffs techniques, administratifs tirent des enseignements en compagnie du ministère de la Jeunesse et des Sports pour voir un peu ce qui ne va pas? Il y a des enseignements techniques qu'il faut tirer. Pourquoi nous sommes arrivés, n'ont pas pu franchir cette étape? Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc là, et on lui tout dernièrement la cohésion autour du hand avec l'élection du nouveau président qui vient de l'Uruguay-Maritime, mais qui va gérer la fédération. Je dis que cette cohésion doit se retrouver autour d'une réflexion beaucoup plus globale pour voir un peu ce qui ne va pas. Parce que le hand, quand même, a eu à aller en Coupe du Monde en U17 ou en U20. On peut pas se retrouver en Coupe du Monde il y a 3-4 ans et ne pas franchir des étapes, être 6e sur 6. Il y a des questions à se poser. Je me dis également, Joey, très rapidement, pour boucler effectivement ce dossier, je me dis que le discours peut-être du nouveau président n'a pas été entendu, ou bien? Ce n'est peut-être pas là en fait qu'il va falloir aller chercher les poux sur la tête de nos athlètes. Parce qu'il y a quand même une certaine influence. Parce qu'il faut dire que, attention, il arrive à combien? À quelques jours seulement du départ des ça n'a rien équipes. Ça n'a rien à voir. Le discours peut être prépondérant dans la mesure où, au préalable, effectivement, les enseignements dont on parlait avaient été tirés. Ou au préalable, n'est-ce pas, l'équipe avait eu un encadrement conséquent, une préparation digne, n'est-ce pas, d'une équipe qui a envie d'aller franchir le cap dont nous parlions tantôt. Donc, le discours, peu importe les mots que va sortir le nouveau président de la Ligue professionnelle, entre griffes comme ça, de handball, ce n'est pas ça qui va tellement galvaniser. C'est vrai que ça peut jouer un coup important, mais ce n'est pas ce qui va tellement galvaniser. En plus, si vous vous souvenez, son discours portait plus sur la gestion administrative, sur le refondement effectivement du handball au Gabon et beaucoup moins sur cette Coupe d'Afrique des Nations. Alors, nous bouclons effectivement ce dossier de handball et on fait place à présent au dossier de la CAF. Issa Hayatou abandonne une partie de ses prérogatives à la tête de la CAF. Le président de la Fédération internationale de football, association par intérim, Issa Hayatou a décidé de se décharger d'une partie de ses prérogatives à la tête de la Confédération africaine de football. Issa Hayatou a donc légué une partie de pouvoir au premier et au deuxième vice-président de la CAF. Reportage. Le président de la Fédération internationale de football association par intérim, Issa Hayatou, a abandonné une partie de ses prérogatives à la tête de la Confédération africaine de football après les accusations de l'un des candidats à la présidence de la FIFA, a annoncé lundi l'instance dans un communiqué. Le président, en accord avec le comité exécutif, veut simplement porter uniquement sa casquette de président de la FIFA pendant le processus électoral, dont la phase finale débute le 26 janvier avec la liste définitive des candidats, a précisé le porte-parole de la CAF, Junior Binam. Dans un communiqué publié sur le site internet de l'instance, l'on peut lire qu'en accord avec le comité exécutif et conformément aux dispositions pertinentes de l'article 24 des statuts de la Confédération africaine de football, en ses alinéas 6 et 10, le président de la CAF, Issa Hayatou, a signé le 16 janvier une délégation de pouvoir pour M. Soukoutou Patel et Almami Kabel Kamara, respectivement premier et deuxième vice-président de la CAF. La Confédération africaine de football prendra une éventuelle décision sur un soutien à un candidat à la présidence de la FIFA le 5 février lors de son comité exécutif. Alors Mamadou, est-ce qu'on peut dire que Issa Hayatou est un tout petit peu submergé avec ces deux fonctions que sont effectivement président par intérim de la CAF, de la fédération, association football, je dirais, de la FIFA, et de l'autre côté de la CAF, est-ce qu'on peut dire un tout petit peu que par rapport à son âge, par rapport effectivement à toutes ces contraintes, il est un tout petit peu submergé? Je ne pense pas qu'il soit autant submergé
qu'il a été depuis quelques années. En fait, la CAF est une structure bien organisée. Issa Hayatou, c'est le président. Le président, ce n'est pas l'âme d'une organisation. Il y a le secrétaire général. Le secrétaire général, il y a des commissions qui sont chargées de la gestion de l'outil. Lui, il ne fait que coordonner. Donc, je ne vois pas. Maintenant, sur le fait qu'il ait légué certains pouvoirs à un autre responsable, en fait, c'est pour juste, comme on le dit, hein, bon, il ne peut pas cumuler de fonctions. Donc, il se décharge un peu. Donc, et puis, mais je ne pense pas que ça puisse quand même lui faire une charge beaucoup plus lourde là par rapport à ses fonctions à la FIFA, à la CAF et à la FIFA. La CAF également, la FIFA également, c'est une organisation c'est une institution bien organisée. Je crois qu'il délègue les pouvoirs. Il est là pour coordonner. Donc, je ne vois pas quelque chose d'assez nouveau dans ce qu'il vient de faire. Armel Djoué-Bogo, est-ce que c'est une sage décision? Bon, on peut dire oui et non. Enfin, sage peut-être. Il ne faut pas trop voir l'aspect comme ça. Lui seul sait effectivement pourquoi, en fait, il a voulu se détacher partiellement, hein, il faut le dire, des fonctions de président de la CAF, la Confédération africaine de football. Mais comme le disait Mamadou Niang, effectivement, il aurait pu gérer tranquillement ces deux institutions. N'oublions pas qu'il est président par intérim de la Fédération internationale de football association. Il n'est pas là à vie. Et les élections auront lieu dans bientôt, alors que la prochaine CAN, par exemple, elle a lieu en février, je pense, 2017. Donc, il aurait pu revenir, n'est-ce pas, tranquillement et puis cumuler ces deux fonctions. Mais moi, je pense qu'il a plutôt envie de véritablement se concentrer sur la question du nouveau président de la Fédération internationale de football association. Bien sûr, et surtout qu'il y a un scrutin en vue. Voilà, afin effectivement de ne pas disperser ses énergies, ses pensées. Vous savez, il y a eu tellement d'eau qui a coulé sous le pont par rapport à cette affaire, n'est-ce pas, de la Fédération de la FIFA, de corruption, etc. Voilà. Platini, Blatter, il y a tellement de choses. Et certainement, nous ne sommes pas encore au bout effectivement, des aléas liés à l'organisation de la Et les arrestations se multiplient en même temps. Oui, voilà. Donc moi je me dis, c'est peut-être une sage décision pour lui dans la mesure où il veut concentrer ses énergies pour mener à bien, n'est-ce pas, la transition pour l'arrivée du nouveau président de la Fédération internationale de football. Bien sûr, et surtout qu'on ne peut pas suivre aussi deux lièvres à la fois. Avant de boucler cette émission, très rapidement, Mamadou Niang, on aborde le thème de la semaine qui est le suivant. Pourquoi le Gabon ne passe pas le premier tour, et cela dans le cadre du CHAN 2016 ? Pourquoi le Gabon ne passe pas le premier tour? Bon, là, il faut poser la question, parce que nous aurons les réponses peut-être avec les techniciens, avec les joueurs qui sont sur le terrain, avec les préparateurs. Donc, je pense qu'il faut juste voir un peu pourquoi. Est-ce qu'il manque à cette équipe-là quelque chose sur le plan de la préparation technique qu'il faut mettre en place? Est-ce que sur le plan de l'encadrement technique, alors l'encadrement est à la hauteur? Est-ce que la préparation s'est faite normalement sur le plan administratif? Et maintenant, sur le terrain, est-ce que les joueurs ont le mental pour pouvoir vraiment aborder des compétitions de ce genre? Armel Djoué. C'est vrai. Le mental, il faut le dire, c'est quand même quelque chose d'assez important. Mais je ne vais pas vous le cacher. À la dernière minute, lorsque Stéphane Mbungenza a eu les aléas que l'on connaît, la disparition d'Axel Meillet qui est parti du côté de la Russie, voilà, la blessure d'Edmond Mollet de la Turquie, autant pour moi, la blessure d'Edmond Mollet, c'est autant de choses. Les Rodrigue Moulungi, Cédric Boussougou, qui ne sont plus véritablement ces joueurs que l'on a connus de par le passé. Ils ont un extraordinaire gardien, parce que Stéphane Bitseki, Moto, honnêtement, il a encore les aptitudes, mais un seul doigt ne lave pas une figure. Comme je le disais tantôt, on a vu ce match hier, qui était à la portée des Gabonais. Mais de par le mental dont parlait Mamadou Niang tantôt, les Rwandais ont plus cru, effectivement, à aller remporter...
Je parle d'abord des Rwandais en plus D'accord. pour aller remporter cette victoire au détriment, n'est-ce pas, des Gabonais. Les Ivoiriens, la même chose. Alors le match qu'il fallait véritablement gagner, c'est le match Gabon-Maroc. Un match que nous avons laissé nous filer entre les doigts. Donc le mental y joue un grand rôle, mais également la préparation. Cette préparation a été biaisée à la fin et Stéphane Bungoza a été mis sur le tapis. Merci Armel Joé Bogo, merci Mamadou Niang. L'émission 7 Sport est à présent terminée. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur Canal 7, votre chaîne panafricaine. Nous vous retrouvons lundi prochain. Au revoir.